Le Sahel, une terre de guerre et de promesses brisées, est enfin prêt à définir son propre destin. Mais, au cœur de ce changement, un homme se démarque. Ibrahim Traoré, le général du Burkina Faso, a transformé une attente infinie en une action décisive. En octobre 2025, il a bouleversé les rapports de force dans la région, pas par une intervention étrangère, mais par un combat mené par les nations du Sahel elles-mêmes. Le monde entier était sur le qui-vive. Et si ce changement était le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique? En octobre 2025, Ibrahim Traoré a défié les attentes internationales en prouvant que le Sahel pouvait, enfin, se défendre seul. Cette audace n'était pas sans risque. Les observateurs étrangers ont vu dans cette décision une imprudence, un pari risqué qui aurait pu échouer. Mais pour Traoré, l'inaction n'était plus une option. Le Burkina Faso, autrefois simple observateur des événements mondiaux, se redéfinissait comme un acteur majeur de son propre destin. Cette décision marquait la fin de la dépendance envers les puissances extérieures et le début d'une autonomie militaire et politique. L'enjeu était plus grand que la simple victoire militaire. Il s'agissait de restaurer la dignité et l'indépendance d'une région longtemps dominée par les interventions étrangères. Cette victoire, bien que tactique, portait en elle une promesse plus vaste, celle d'un Sahel qui n'attend plus les sauveurs, mais qui choisit son propre chemin. Le matin du 2 octobre 2025, les airs étaient tendus. Une offensive était en préparation. Mais cette fois, la réponse ne viendrait pas des puissances occidentales, ni d'une force internationale quelconque. Les nations du Sahel, menées par Ibrahim Traoré, avaient décidé qu'elles définiraient elles-mêmes leur champ de bataille. Ce moment marquait une rupture avec des décennies de dépendance et d'attente vis-à-vis des puissances extérieures. Dans une salle de guerre, les officiers du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont réunis, non pas pour écouter des discours, mais pour mettre en place une stratégie locale, décidée sur place. Traoré, dans son calme impressionnant, avait tracé une ligne claire. La souveraineté de la région ne dépendrait plus d'aucune aide extérieure. La stratégie de l'Alliance des États du Sahel reposait sur une autonomie totale, renforcée par l'usage de technologies locales comme les drones fabriqués au Mali et les réseaux de communication chiffrés créés au Burkina Faso. Ce changement de paradigme n'était pas immédiat. Il a fallu des mois de préparation pour transformer les forces armées locales en une unité cohérente. Les jeunes ingénieurs sahéliens ont travaillé sans relâche, développant des équipements militaires et des technologies de défense adaptées à leur terrain. Le système de communication, qui auparavant dépendait des infrastructures occidentales, a été remplacé par un réseau sécurisé et indépendant. Ce réseau, lancé en secret, a permis une coordination sans faille pendant les premières heures critiques de l'offensive. Mais cette révolution ne se limitait pas à la stratégie militaire. Elle a également réuni les peuples du Sahel sous un même objectif. Dans les villages, les habitants ont commencé à percevoir un changement subtil, mais puissant. Ce n'était plus une guerre pour un autre, c'était leur guerre. Ibrahim Traoré n'avait pas seulement gagné une bataille, il avait donné à la population un sens renouvelé de l'identité et de l'autonomie. Ce jour-là, la guerre n'était plus une question de survie, mais de dignité retrouvée. Ibrahim Traoré n'était pas un héros classique. Il n'était ni un leader charismatique du type à apparaître sous les projecteurs, ni un dictateur dont les décisions étaient dictées par une soif de pouvoir. Son leadership, loin des clichés, était ancré dans une profonde compréhension de la réalité du Sahel. Il n'était pas né avec un destin militaire, mais c'est par la force des échecs répétés de son pays qu'il s'est forgé un caractère indomptable. Ses proches racontent qu'il dort peu, parle lentement et choisit ses mots avec une précision digne d'un stratège. Cette simplicité presque déroutante était la clé de sa vision. Lors d'une réunion cruciale à Ouagadougou, alors qu'il rassemblait ses commandants autour d'une vieille carte usée, il leur lança « Si nous pouvons partager la douleur, nous pouvons partager le commandement ». Ces mots,
d'apparence banale, ont eu l'effet d'un séisme. Pour ces officiers, c'était plus qu'un simple rappel de solidarité, c'était un pacte tacite. La victoire serait collective ou ne serait pas. Traoré n'avait pas d'illusion sur la facilité de la tâche. La bataille qui s'annonçait n'était pas seulement contre les groupes armés ennemis, mais aussi contre des décennies de dépendance et d'incertitude. Sous son commandement, l'armée du Burkina Faso, longtemps morcelée et dépendante des aides extérieures, a commencé à se réorganiser de manière autonome. En un an, les soldats aussi ont appris à maîtriser des technologies locales, des drones à la cybersécurité. Ce processus, bien que lent, a commencé à transformer les mentalités, donnant à chaque soldat un sens profond de la mission. Ibrahim Traoré, sans jamais en faire un show, avait installé un sentiment de fierté et d'unité au sein des forces armées. Les premières prises victoires, bien que tactiques, portaient déjà en elles une dimension bien plus grande. L'espoir d'une Afrique qui pouvait se relever seule. Le 2 octobre 2025, la décision a été prise. La région du Sahel, souvent perçue comme un espace de chaos et d'intervention étrangère, allait désormais se défendre par ses propres moyens. Sous le commandement d'Ibrahim Traoré, les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont décidé de passer à l'action. Les signes précurseurs étaient nés là, mais les puissances étrangères n'y avaient vu que des indices insignifiants. Cependant, les services de renseignement maliens avaient repéré des mouvements inhabituels, des convois de motos, des dépôts de carburant et des tentes de commandement. Une offensive imminente se profilait, mais elle allait surprendre le monde. Ce qui semblait être une simple rumeur dans les cercles militaires allait se transformer en une réalité implacable. À 0h, le 2 octobre, un ordre simple mais décisif a traversé les radios des soldats sahéliens. Nous définissons le champ de bataille. Ce signal a marqué le début d'une offensive coordonnée qui a pris l'ennemi de court. Les premières vagues de frappe ont frappé avec une précision et une rapidité inédites. Les drones, fabriqués localement et testés depuis plusieurs mois, ont fourni des images en temps réel des positions ennemies, permettant aux unités au sol de frapper avec une efficacité redoutable. En l'espace de 48 heures, le Sahel avait démontré sa capacité à mener une offensive complexe sans aucune aide extérieure. Les positions ennemies ont été neutralisées dans une série de vagues successives. La première phase a ciblé les motos des combattants de Jenim, perturbant leur mobilité. La deuxième phase a frappé leurs dépôts de carburant, leur coupant ainsi toute possibilité de ravitaillement. La troisième a démantelé leurs tentes de commandement et leurs relais de communication. Leurs lignes de défense ont été complètement désorientées. La colonne principale de Jenim, une force redoutée dans la région, était désormais aveugle, coupée et incapable de réagir. Les troupes nigériennes, soutenues par des frappes aériennes guidées par des drones maliens, ont poursuivi leur avancée méthodique. L'efficacité des actions militaires a été telle que, dès le milieu de l'après-midi du 2 octobre, les combattants ennemis ont été forcés de se replier. Ce n'était plus une question de si la victoire serait remportée, mais de quand elle serait consolidée. Les pertes civiles ont été remarquablement faibles, moins de 3% selon les estimations locales, un taux qui a impressionné les observateurs internationaux. Cette réussite logistique a été rendue possible grâce à la planification minutieuse des armées du Sahel, qui avaient anticipé les besoins en matériel, en personnel et en approvisionnement. La rapidité de l'exécution a réduit les coûts opérationnels de manière significative par rapport aux opérations militaires internationales classiques, qui auraient pris des semaines pour être déployées. Ce succès militaire n'était que la première étape d'une transformation plus profonde. En éliminant les groupes armés, le Sahel a aussi éliminé l'idée que la région dépendait de l'aide extérieure pour sa survie. Le modèle de coordination régionale mis en place par Ibrahim Traoré était désormais une réalité tangible, et il s'était concrétisé dans les ruines des bases osnemies et la détermination des soldats qui, pour la première fois depuis des décennies, se battaient pour une cause qu'ils appelaient leur propre.
La bataille de Tindiban s'est déroulée sur une période de 48 heures. Elle n'a pas seulement été un succès tactique, elle a également servi de démonstration éclatante de la nouvelle réalité du Sahel. Pour la première fois dans l'histoire récente de la région, une opération militaire d'envergure a été menée sans l'aide de puissances étrangères ni de forces d'intervention internationales. Tout, de la planification à l'exécution, a été orchestré localement par les forces de l'Alliance des États du Sahel, une coalition réunissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger sous la houlette d'Ibrahim Traoré. Les chiffres qui émergent de cette offensive révèlent l'ampleur de la transformation. Plus de 120 positions ennemies ont été neutralisées, couvrant une zone de près de 600 km. Ce chiffre impressionnant est d'autant plus significatif lorsqu'on le compare aux standards habituels des interventions militaires internationales, où des semaines de préparation et d'assistance logistique sont nécessaires pour obtenir un tel résultat. En seulement 72 heures, les forces de l'AES ont pu mener des frappes simultanées sur des objectifs critiques, démontrant une coordination logistique parfaite, bien au-delà de ce que l'on pourrait attendre d'une région supposée être en proie à l'instabilité. Les pertes civiles ont été extraordinairement faibles. Moins de 3% de la population civile a été touchée, un taux qui contraste fortement avec les taux de pertes civiles élevés observés dans de nombreuses autres opérations militaires de grande envergure. Cela a été rendu possible grâce à l'utilisation de technologies locales de surveillance et de frappes de précision. Les drones maliens, assemblés à Niamey, ont joué un rôle clé dans la localisation et la destruction des positions ennemies. Ces drones, bien que fabriqués localement par de jeunes ingénieurs sahéliens, ont rivalisé avec les technologies de pointe utilisées par les puissances militaires mondiales. Les systèmes de communication, également développés localement, ont permis aux forces de l'AES de maintenir une communication sécurisée et coordonnée sans dépendre des systèmes occidentaux. Le réseau local, chiffré et conçu pour répondre aux spécificités du terrain sahélien, a été un élément décisif dans la réussite de l'opération. Ce réseau a permis que ces communications fluides entre les différentes unités déployées, ce qui a grandement contribué à la rapidité de la réaction militaire. En quelques heures, des informations cruciales ont été échangées entre les différentes armées sahéliennes, ce qui a permis de maintenir une pression constante sur l'ennemi. En termes de logistique, l'impact de cette offensive a été immédiat. L'opération a non seulement montré la maîtrise de la technologie, mais aussi la capacité de la région à se coordonner et à agir de manière autonome. Les unités de terrain, armées de systèmes de détection modernes, ont pu identifier et neutraliser des menaces de manière préventive, réduisant ainsi les risques d'embuscade ou de contre-attaque surprise. Ce qui rend cette offensive encore plus remarquable, c'est l'ampleur de la préparation. L'AES, en moins d'un an, avait mis en place une infrastructure militaire entièrement indépendante. Du développement de drones à la création de réseaux sécurisés, tout avait été conçu et exécuté par des ressources locales. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 72 heures, un changement radical a eu lieu, non seulement sur le terrain militaire, mais aussi dans la manière dont la région se perçoit dans le monde. L'attaque rapide et efficace des forces de l'Alliance des États du Sahel a provoqué une série de réactions, aussi bien sur le terrain que dans les cercles diplomatiques internationaux. Deux principaux points de vue se sont affrontés. D'une part, il y a eu ceux qui ont salué cette victoire comme un exemple éclatant de souveraineté retrouvée et d'autonomie militaire. D'autre part, une critique persistante a qualifié cette opération de témérité, mettant en avant les risques d'une telle escalade militaire sans l'appui d'alliés CI internationaux. Ces divergences d'opinion, loin de nuire à l'image de l'AES, ont en réalité servi à souligner la solidité de l'argument de Traoré et des dirigeants sahéliens. Les partisans de l'opération soulignent plusieurs aspects fondamentaux qui justifient sa légitimité. D'abord, le Sahel, et plus particulièrement le Burkina Faso, a été une terre abandonnée pendant des décennies, un lieu où les interventions étrangères ont échoué à instaurer une paix durable. Les armées étrangères, souvent perçues comme des sauveurs,
ont laissé derrière elles une série de villages détruits, des vies brisées et un sentiment croissant de dépendance. Pour ses défenseurs, l'offensive de Tindiban n'était pas un acte de guerre impulsif, mais une réaction logique à l'épuisement des solutions imposées de l'extérieur. Ibrahim Traoré, en choisissant d'agir, a pris une décision difficile mais nécessaire pour regagner la maîtrise de son territoire. En revanche, ceux qui critiquent l'offensive soulignent plusieurs risques potentiels. Le premier est la montée de l'autoritarisme. Certains observateurs internationaux ont suggéré que la militarisation croissante du Sahel pourrait entraver le processus démocratique et étouffer les voix dissidentes. Ils ont averti que l'indépendance militaire ne devait pas se transformer en une forme de gouvernance autoritaire. Le second point concerne la fragilité de cette souveraineté nouvellement acquise. Bien que l'opération de Tindiban ait été un succès, le manque de ressources et de soutien à long terme pourrait affaiblir cette nouvelle structure de défense dans le futur. Cependant, les faits de l'opération contredisent largement ces inquiétudes. La réponse rapide et coordonnée des forces locales montre non seulement une compétence militaire impressionnante, mais aussi une capacité à agir avec une autonomie totale. L'utilisation de technologies développées localement, comme les drones et les réseaux sécurisés, démontre que le Sahel ne dépend plus des puissances étrangères pour sa survie. Ces succès renforcent l'argument selon lequel la souveraineté retrouvée par le Sahel est non seulement possible, mais déjà en train de se réaliser. Les deux camps s'accordent sur un point. Ibrahim Traoré et l'AES ont franchi une étape décisive dans la redéfinition de l'identité du Sahel. Même si les critiques restent en place, il est difficile d'ignorer l'impact immédiat et à long terme de cette offensive. La région, jadis perçue comme une terre d'attente, a désormais prouvé sa capacité à choisir son propre destin, et ce, sans l'assistance de quiconque. La victoire militaire de Tindiban ne représente pas seulement un bouleversement des rapports de force au Sahel, elle incarne également un changement profond dans la manière dont le Sahel se définit lui-même. Avant même la fin des hostilités, une image marquante s'est imposée. Ibrahim Traoré, debout dans le sable, son uniforme couvert de poussière, un drapeau burkinabé dans les mains, aux côtés d'un enfant. Cette image, capturée après l'offensive, a fait le tour de la région, devenant bien plus qu'un simple symbole de victoire militaire. Elle est devenue le reflet d'une Afrique qui décide de se défendre sans attendre l'approbation du monde extérieur. Ce moment a bouleversé la perception du Sahel, et même du continent africain tout entier. Le message était clair. L'Afrique n'a plus à demander la permission pour défendre ses terres et ses peuples. Ce n'était pas une victoire d'un homme ou d'un État, mais celle d'une région entière, qui, pour la première fois depuis longtemps, a choisi d'écrire son propre récit. Ce tournant a été accompagné d'un réalisme stratégique. Ibrahim Traoré, avec sa vision pragmatique, a compris que la guerre n'était pas uniquement une question de combat, mais aussi de mémoire et d'identité collective. Le Sahel, à travers cette offensive, a redéfini son avenir. La victoire de Tindiban a eu des répercussions profondes et immédiates non seulement pour le Sahel, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Si l'on se concentre sur les conséquences locales, les résultats sont frappants. D'abord, pour les populations sahéliennes, l'opération n'a pas seulement été une démonstration de force militaire, mais un renouveau de l'espoir et de la fierté. Les villages du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont vu une résurgence de l'activité économique. Les commerces ont rouvert, les marchés ont recommencé à fonctionner, et, plus important encore, un sentiment d'autonomie et de dignité a traversé toute la région. Les personnes déplacées, qui avaient fui la violence, ont commencé à revenir dans leur foyer, leur espérance ravivée par un Sahel qui n'était plus une terre d'abandon, mais une terre de conquête et de souveraineté retrouvée. L'impact a également été géopolitique. Au-delà de la victoire militaire, la réorganisation stratégique de l'AES a mis en évidence une nouvelle réalité. Le Sahel n'attend plus les directives extérieures. La coopération régionale entre le Burkina Faso, du Mali
et du Niger a été renforcée, unissant ces pays autour d'un objectif commun: maintenir leur indépendance et leur sécurité sans faire appel aux puissances étrangères. Ibrahim Traoré, en initiant ce tournant, a non seulement défié les attentes des nations extérieures, mais a également réaffirmé le rôle central de l'Afrique dans la gestion de ses propres affaires. En termes de politique intérieure, cette victoire a radicalement transformé la dynamique entre les gouvernements sahéliens et leurs citoyens. L'une des premières conséquences a été le renforcement de la légitimité des autorités locales. Ibrahim Traoré, loin d'être perçu comme un autocrate ou un militaire autoritaire, a été accueilli comme comme un héros. Son discours, plus pragmatique que populiste, a mis l'accent sur l'unité et la reconstruction. Ces politiques ont rapidement évolué pour inclure la formation d'une génération de nouveaux leaders militaires, capables de penser à la fois de manière locale et stratégique. Ce programme a été vu comme essentiel pour pérenniser l'autonomie du Sahel à long terme. Dans le contexte plus large de l'Afrique, la victoire a envoyé un message fort. Un continent peut réussir à s'autodéterminer, à se défendre seul et à bâtir son avenir sans attendre l'approbation ou l'assistance de l'extérieur. La victoire militaire à Tindiban a renforcé l'idée que l'Afrique ne doit pas se considérer comme une terre d'aide, mais comme un acteur stratégique de son propre destin. Ce message a eu des répercussions bien au-delà du Sahel, influençant la politique de plusieurs nations africaines qui ont vu dans l'offensive de Tindiban un exemple à suivre. Enfin, pour le reste du monde, la victoire du Sahel a créé un nouveau paradigme. L'isolement politique du Sahel et son image de terrain d'instabilité ont été complètement réévalués. De nombreux analystes internationaux ont été contraints d'admettre que ce qui semblait être une région condamnée à l'échec a en réalité pris son destin en main. Cette victoire est devenue un symbole de la résistance et de l'autonomie d'un continent qui, pendant trop longtemps, a été relégué à une position subordonnée dans le monde des affaires internationales. 6 mois après l'offensive de Tindiban, l'alliance des États du Sahel s'est retrouvée à un carrefour. 3 trajectoires distinctes se dessinaient pour l'avenir de la région, chacune portant avec elle ses promesses et ses périls. Le scénario de base, celui de la consolidation, semblait le plus probable. Dans ce cadre, l'AES continuerait sur sa lancée, consolidant son unité et renforçant la coopération militaire entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les gouvernements sahéliens, portés par le succès de leur offensive, chercheraient à approfondir leurs réformes économiques et politiques pour stabiliser la région à long terme. Cependant, malgré la victoire militaire, la fatigue pouvait commencer à se faire sentir. Comment transformer cette victoire tactique en un modèle durable pour l'avenir? L'une des principales questions de ce scénario serait de savoir si les pays du Sahel parviendraient à maintenir l'unité de leur alliance. Les divergences internes, notamment sur la manière de gérer les relations avec les puissances étrangères et les investissements économiques, pourraient miner la cohésion de l'AES. Néanmoins, si les dirigeants sahéliens réussissaient à maintenir leur pragmatisme et à éviter les tentations populistes ou autoritaires, ce scénario offrirait une base solide pour la prospérité régionale. Les progrès économiques seraient lents, mais l'autonomie croissante de la région permettrait de gérer ces défis sans dépendre d'une aide extérieure. La clé de ce scénario résiderait dans l'équilibre entre la souveraineté et l'ouverture à la coopération internationale. Le scénario optimiste, quant à lui, ferait suite à un effet domino dans toute l'Afrique. L'exemple du Sahel inspirerait d'autres pays du continent, qui adopteraient des stratégies similaires d'autodétermination et de coopération régionale. Dans ce contexte, de nouveaux partenariats sud-sud émergeraient, renforçant la coopération en matière de cybersécurité, de défense et d'innovation technologique. La gouvernance de l'AES, soutenue par des réformes internes, attirerait davantage de soutien international, y compris des investissements dans des projets d'infrastructure et de développement économique. Ce scénario présuppose également que les sanctions internationales, imposées après l'offensive, seraient levées et que la coopération avec des partenaires extérieurs se ferait sur un pied d'égalité,
sans conditionnement politique excessif. Enfin, le scénario pessimiste, bien que moins probable, reste un risque à prendre en compte. Une fracture interne au sein de l'AES pourrait apparaître avec des divergences politiques majeures entre les gouvernements du Sahel. Les tensions entre les groupes politiques, combinées à des campagnes de désinformation étrangères, pourraient alimenter un climat de méfiance et de division. Le soutien international pourrait se réduire, voire se retirer, ce qui conduirait à une détérioration de la stabilité régionale. Dans ce scénario, l'AES risquerait de voir sa victoire se fossiliser en une illusion de souveraineté, sans véritable profondeur économique ni sociale. Les acteurs extérieurs, notamment les anciennes puissances coloniales, chercheraient à exploiter ces fractures pour maintenir une influence indirecte sur la région. Ainsi, en fonction de l'orientation qu'adoptera le Sahel dans les mois à venir, la situation pourrait évoluer de manière très différente. L'unité et la cohésion de la région, son ouverture à des partenariats externes sur des bases égales, ainsi que sa capacité à maintenir une stabilité interne, seront les éléments clés qui détermineront la trajectoire du Sahel dans un avenir proche. L'offensive de Tindiban a laissé une empreinte durable dans l'esprit de ceux qui ont suivi de près les événements. Pour les populations du Sahel, cette victoire a non seulement redonné espoir, mais a aussi renforcé l'idée que la dignité et l'autonomie ne sont pas seulement des idéaux, mais des réalités possibles. Ce n'était pas une victoire d'un homme, mais celle d'une région, d'un peuple, qui ont repris leur destin en main. Ibrahim Traoré, avec sa présence calme et son leadership réfléchi, a symbolisé cette renaissance. Ce moment historique a été perçu par des millions d'Africains comme un modèle, une preuve que le continent pouvait se défendre sans dépendre d'intervenants extérieurs. Dans les villages, dans les rues de Ouagadougou, Bamako et Niamey, les gens ont commencé à se redécouvrir. Les drapeaux se sont de nouveau hissés sur les balcons. Les discussions dans les marchés tournaient autour de la question. Et si ce modèle était répliqué ailleurs, en Afrique ? Les jeunes, longtemps sceptiques quant à l'avenir de leur continent, ont vu dans cette victoire une promesse de changement. Pour eux, la guerre n'était plus simplement une lutte pour la survie, mais une quête de dignité. Des projets ont été lancés, inspirés par l'Alliance des États du Sahel, visant à développer la technologie locale, la sécurité numérique et à améliorer l'agriculture pour rendre les pays du Sahel encore plus autonomes. Les anciens, quant à eux, ont vu dans cette victoire le retour à une époque où l'indépendance n'était pas un simple mot, mais une pratique quotidienne. Leurs histoires de lutte contre la colonisation et la dépendance se sont vues se raviver, et ils ont transmis cette mémoire aux jeunes générations. Ibrahim Traoré a ainsi offert bien plus qu'une victoire militaire. Il a redonné au Sahel sa place dans l'histoire, et peut-être même dans l'avenir. La victoire à Tindiban n'était que la première étape d'un processus de transformation plus vaste. Un chemin qui devait être soigneusement tracé pour garantir que cette souveraineté retrouvée ne se transforme pas en une illusion éphémère. Ibrahim Traoré, en tant que chef de l'AES, a rapidement compris que la stabilité ne résidait pas uniquement dans la victoire militaire, mais dans un ensemble d'initiatives à long terme qui renforceraient les bases du Sahel. Le premier axe de cette transformation fut la consolidation de la défense. Le Sahel ne pouvait pas se permettre de se relâcher après une victoire aussi décisive. Il fallait créer une armée capable de faire face aux défis futurs, mais aussi de maintenir la sécurité interne tout en étant autonome. Cela impliquait la formation de nouvelles générations d'officiers militaires, non seulement en stratégie, mais aussi en gestion des crises et en technologie moderne de défense. Ensuite, Ibrahim Traoré a lancé un plan pour sécuriser l'économie du Sahel. L'agriculture, secteur vital pour la région, devait être réinventée. Là où les bombes avaient frappé, devaient pousser des champs de céréales et de cultures vivrières. Le Sahel devait réduire sa dépendance aux importations alimentaires et développer des solutions locales en matière d'agroécologie. Les projets de transformation des terres dévastées en zones
agricole productive était au cœur de cette initiative. Le troisième pilier du plan était de maîtriser la technologie. Le Sahel, avec l'aide de ses ingénieurs locaux, devait continuer à renforcer ses capacités en matière de cybersécurité, de drones et d'observation aérienne. Les capacités militaires locales devaient être soutenues par des infrastructures technologiques résilientes, assurant une indépendance totale. Ce programme a conduit à la création de centres de cybersécurité régionaux et à la mise en place de nouvelles formations en technologie pour les jeunes. Enfin, un aspect fondamental du plan de Traoré était de renforcer les liens entre les communautés sahéliennes. Un programme d'échange civil et culturel a été lancé pour réduire les tensions internes et construire une solidarité qui transcende les frontières nationales. Le Sahel, selon Traoré, devait être un espace d'unité et de coopération, et non une simple somme de territoires disparates. Ce programme visait à renforcer l'identité sahélienne, basée sur des valeurs communes de solidarité et de résistance. Ce chemin n'était pas sans risque, mais il offrait une lueur d'espoir. Le Sahel pouvait, en fin de compte, se réinventer sur ses propres bases, tout en gardant une vigilance constante face aux défis internes et externes.